Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Africa Télévision, chiffré à 304 millions de dollars américains. Les mesures d'urgence du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ont été dévoilées le week-end dernier. Plusieurs secteurs de la vie sont concernés par ce document qui a environ 70 pages. Mais est-ce que Félix Tshisekedi arrivera à tenir parole? Tous les secteurs qui ont été balayés pendant 100 jours, est-ce que suffisant? Et aussi, est-ce que les 100 jours présentés par le chef de l'État respectent la légalité? Est-ce lui ou le Premier ministre qui devrait le faire, mesdames et messieurs? Ça sera l'un des sujets que nous aurons abordés tout au long de ces magazines grand format. Cash FCC entre coalition et cohabitation, nomination de l'informateur, non-nomination de l'informateur, formation du gouvernement. Félix Tshisekedi a-t-il réellement les mains liées? Nous aurons également en débattre tout au long de ces magazines. Vous le savez également, la situation à Yumbi, le chef de l'État est en train de s'y pencher peu à peu. Une commission des sages a été constituée afin de pouvoir trouver des solutions idoines. Et pour cela, nous recevons sur ces plateaux un des fils de Yumbi. Il est parmi les sages. Il préside même cette commission qui a discuté avec la présidence de la République. Il est plus à présenter le président du parti Orange, Fiyun Dondoboni. Bienvenue sur le plateau d'Africa Télévision. Comme d'habitude, accompagné des confrères avec qui on va partager ces plateaux. Thierry Bongo d'Africa Télévision, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Patrick. Élisée Ouamara de CCTV, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, Patrick, pour l'invitation et nous souhaitons aussi le bienvenue à notre invité. Nous allons commencer directement par Yumbi, Fiyun Dondoboni. Quelle est la situation actuellement aujourd'hui au niveau de Yumbi? On sait que des massacres se sont déroulés. C'est ces mêmes qui avaient empêché à ce que les élections soient tenues dans cette partie du pays. Vous avez la lourde charge de présider cette commission des sages, des fils de cette partie du pays. Quelle est la situation exacte en ce moment? En effet, comme vous le dites, je suis dans la commission de l'équipe des notables qui travaillent sur cette question, où la fonction de porte-parole, tous les contacts et les différentes déclarations, je le fais juste après. Aujourd'hui, la situation, après qu'on ait une discussion directe sur instruction du chef de l'État, avec le conseil spécial du chef de l'État, autour de cette question, il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites par rapport à la découverte de la vérité, en fait. Parce qu'au départ, la mission était prévue que ce soit une mission de réconciliation. Étant donné que le chef de l'État, dans sa vision, c'est pour bâtir un État de droit, cette mission a pris une orientation d'une mission de la recherche de la vérité et de réconfort de la population. Et sur base de cela, il fallait prendre un certain nombre de dispositions qui rassureraient la population à revenir, parce que n'oubliez pas qu'il y a près de 16 000 Banounoumo Bangui qui se retrouvent en face vers le Congo-Brazzaville, qui sont censés revenir à Yumbi de manière à ce qu'ils puissent dire ce qui s'est réellement passé. Et l'auditeur général de la FARDC qui était présent dans cette réunion s'est engagé justement pour garantir la sécurité de l'ensemble de cette population, de manière à ce que chacun puisse dire exactement ce qui s'est passé et que les auteurs de ces crimes-là soient sévèrement sanctionnés, punis par la loi. Alors, parallèlement, il y a eu des actions qui ont été prises en compte. Il y a une équipe de 6 génies militaires qui va se rendre sur place à Yumbi. Et cette équipe-là fera un recrutement local, de manière à ce qu'on puisse préparer l'accueil de ces 16 000 personnes qui sont censées revenir. Il y a également d'autres dispositions sécuritaires par rapport à l'armée, à la police, d'où ils devions venir et tout ça. Et évidemment, la situation humanitaire qui est également prise en compte. Donc, c'est autour de toutes ces questions que nous avons fait cette discussion. Nous avons joué notre rôle également
à sensibiliser déjà la population par la radio communautaire interne qui est sur place à Yumbi et au cours d'un culte d'action des grâces que nous avons tenu dernièrement, nous avons sensibilisé la population pour qu'effectivement qu'elle revienne et l'autorité est en train de jouer également son rôle quant à la sécurité de l'ensemble de la population. Donc voilà un peu là où nous sommes parce que la démarche est simple, la vérité, la justice et la réconciliation. Donc nous travaillons d'abord sur base de la vérité, après la justice va s'imposer pour sanctionner les coupables et à la fin la réconciliation va avoir lieu parce que déjà la population est habituée à cohabiter, à vivre ensemble. Donc il faudra que ceux qui instrumentalisent la population soient sévèrement sanctionnés par la loi. Intervention là-dessus, Thierry? Oui, justement, je voulais comprendre un petit peu les enjeux maintenant, c'est ces élections qui vont bientôt avoir lieu. Parce que Yumbi, comme Bénéville et le territoire de Butembo n'ont pas participé aux élections du 31 décembre, n'ont pas participé à ces élections. Les enjeux aujourd'hui, c'est cette élection du 30 mars, mais vous dites qu'il y a une grande procédure qui va être enclenchée. Vérité, justice, réconciliation. Pensez-vous que vous pouvez conclure tout ce processus en si peu de temps? Ou sinon, comment envisagez-vous des élections dans ce contexte-là, dans le contexte actuel, si ça ne change pas d'ici le 30? Il est vrai que le temps est très court et la population a du mal à revenir parce qu'elle ne se sentait pas sécurisée. Avec ce qui se fait jusque-là, nous pensons que dans les jours qui viennent, la population va se sentir sécurisée et pourra revenir. Mais au cas contraire, il y a des discussions déjà qui se font en coulisses avec la CENI pour voir d'une manière concrète et réaliste comment est-ce que les choses peuvent se faire. Alors, comme cette situation est encore sous discussion, je ne saurais pas dire au-delà de ça. Mais du moins, l'attente du 31 par rapport à l'engagement de la CENI est en train de se faire comme tel, parce qu'il y a certains éléments électoraux qui sont déjà arrivés, qui sont en train d'être envoyés sur place. Et la police venant de Kinshasa est en train de s'apprêter pour s'y rendre. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui se préparent, mais le vrai problème, ce sont les électeurs. Donc, la situation des électeurs est en train également d'être examinée, le temps de voir si l'accueil, l'organisation d'accueil qui est censée recevoir la population, si elle sera prête, mais du moins, les deux options sont en train de se voir parallèlement. Je pense qu'au meilleur moment, il y aura une communication de la CENI pour confirmer. Il s'agit aussi la possibilité d'un report. C'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est une option qui est sur la table. Mais du moins, la bouche appropriée le dira au meilleur moment si cela s'avérait nécessaire. Je vais poser peut-être une dernière question sur ce sujet. Yumbi, quand les Kinois entendent parler de Yumbi, ils se disent que c'est quelque part dans le Grand Congo, mais on se pose des questions. La question principale, c'est qu'est-ce qui peut motiver des Congolais, quelles que soient les communautés qui peuvent différer, à s'entretuer à ce point. On parle de personnes, de villages entiers décimés. Quelle serait la motivation la plus importante qui peut amener les gens à de telles violences? En réalité, à Yumbi, il y a Yumbi, territoire de Yumbi, il y a deux communautés qui vivent. Il y a les Banounou Bangui d'une part et puis le Tende d'autre part. Alors, les Banounou Bangui sont un peuple riverain qui ont le groupement Banounou Bangui a comme siège ou chef-lieu Yumbi, mais dans les territoires de Yumbi, tandis que le long du fleuve, tandis que les Batende ont leur chef-lieu qui s'appelle Marcelé, un peu à l'intérieur vers la savane, la forêt. Alors, les deux communautés vivent ensemble. Mais il s'est fait que, pour d'intérêts purement électoralistes, dans la configuration telle que c'est présenté sur terrain, les Banounou Bangui, peu importe leur tendance politique, avaient un seul candidat. Tandis que le Tende se sont retrouvés avec deux candidats, avec une répartition électorale de plus ou moins 50-50. Donc, d'emblée, quand vous allez aux élections, avec un seul siège, facilement, les Banounou Bangui avaient la facilité de gagner les élections. Les Tendés sont plus nombreuses. En fait. Donc, parce que si tout le monde se mettait ensemble pour élire d'une manière tribale
un Mounouni Bangui face aux détenus, donc ils allaient facilement départager leur voix. D'après le calcul électoral, un Mounouni Bangui facilement pouvait gagner. Alors, il y a eu certains enjeux de personnes mal intentionnées qui ont utilisé, comme en 2006, en 2011, le même carte électorale, créer une situation qui ferait à ce que le Banou Bangui ne soit pas dans le territoire, ça réduirait l'électorat et ferait à ce que, d'après leurs calculs, un autre puisse passer. Mais les choses, je m'imagine, ont certainement mal tourné. La conséquence, c'est qu'il y a cette situation et que dans les éléments qui ont créé cette tuerie, il n'y avait pas seulement de couteaux, des armes blanches, mais il y avait également des armes de guerre. Vous comprenez? C'est cela maintenant que ça fausse les choses. On sous-entend qu'il y a eu un commando, il y a eu ou de personnes, il y a eu un programme planifié pour exécuter. Alors, c'est ce que dit le rapport de la MONUSCO, qu'apparemment, il y avait une main derrière cette opération qui s'est matérialisée à Yumbi. Alors, voilà pourquoi nous avons exigé l'enquête, nous avons exigé la connaissance de la vérité avant qu'on puisse parler de quoi que ce soit, parce qu'il faut que la vérité éclate. Et en réalité, la communauté Banounou Bangui, comme Tende, vivent ensemble. Il y a des gens qui se marient, ils sont ensemble, mais ce sont les acteurs politiques, pour leurs propres intérêts égoïstes, ont voulu créer cette situation pour tirer de ficelles de leur côté. Et ça, c'est une situation vraiment à déplorer. Voilà pourquoi le chef de l'État s'implique personnellement pour que des sanctions sévères puissent y donner et qu'on ne puisse plus jamais parler de ce genre de choses dans ces pays, dans ces Congos, à cause des intérêts personnels qui soient à mesure de planifier la mort des humains, et ce n'est pas correct. Merci, Wadio. Vérité, justice, réconciliation, je comprends que c'est là les trois mots au cours de votre descente à Yumbi, mais je me pose maintenant une question. Vérité, ce qui signifie que la vérité soit dite sur ce qui s'est passé à Yumbi. Que la justice fasse son travail, c'est-à-dire sanctionner les coupables. Exact. Mais au même moment, une réconciliation. Ce n'est pas vouloir une chose et son contraire. Une réconciliation entre qui? Entre les auteurs de ce drame, de cette situation, ou une réconciliation pour ceux qui vont rester et qui ne seront pas concernés? La vraie réconciliation, c'est d'abord la population, vous savez, qui vit ensemble. Vous savez, nous avons affaire à une population frustrée. De part et d'autre, les Banounou Bangui sont frustrés, sont dérangés, parce qu'il y a une communication qui est faite dans le sens, ce sont leurs frères Tende qui les ont tués. En réalité, le Tende comme peuple n'a pas planifié une telle action. Les conflits sont dans tout le territoire congolais entre les tribus qui se retrouvent presque dans le même terre, sur la même terre. Mais c'est partout au Congo. Mais ici, le problème, c'est un groupe parmi ces peuples-là Tende qui y a posé un acte pour son intérêt personnel, et l'acte posé, il veut le ramener comme si c'était l'ensemble des Tende. Alors, ce qui fait que cette présentation de choses crée un conflit entre communautés. Vous comprenez? Ça crée un conflit entre communautés. Ces conflits, on n'en a pas besoin, parce que ce peuple est condamné à vivre ensemble sur une même terre, et les Banounous, d'une manière générale, sont un peuple pacifique. Et les deux peuples, comme je dis tout à l'heure, il y a de ceux qui sont mariés, les Batende qui sont mariés aux Banounous, les Banounous aux Tende, ils sont obligés de vivre ensemble. Donc, pour qu'ils vivent ensemble, il faut que la vérité éclate. Tout le monde soit informé, ce que tu avais reçu comme information, ce n'était pas comme tel. Voilà la vérité. Et la vérité, là, on sanctionne les auteurs, et tout le monde se rend compte que la personne qui était auteur de cette situation a été sanctionnée, mise à l'écart. C'est à ces moments-là, à cœur ouvert, confiance mutuelle, tout le monde se remettra ensemble et va avancer. Même ceux qui sont des notables au niveau de Kinshasa vont se dire, non, il ne faut pas que de pareilles attitudes ou comportements reprennent. Évidemment, il y a les Nounous et les Tende parmi les notables qui entretiennent de très bonnes relations également à Kinshasa ici. Mais comme toujours, c'est un groupe, c'est un petit noyau qui a peut-être un plan machiavélique par rapport aux ambitions personnelles et égoïstes qui accomplissent de tels projets. Alors, serait-ce une réconciliation sincère entre les fils et fils
de Yumbi. Vous l'avez dit tout à l'heure, que ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a 2006, 2011, toujours en période électorale. Vous craignez pas ou que projetez-vous pour l'avenir afin d'éviter pareille chose? Voilà pourquoi la démarche est vérité, justice et réconciliation. Parce qu'à partir de la justice, les sanctions qui vont être affligées aux auteurs feront à ce que plus jamais personne ne prendra encore les kilos de reprendre de telles barbaries. Et puis, nous, le mot de l'actualité politique, on nous oblige à rapidement passer à la deuxième partie de cette émission. Vous avez ensemble suivi avec nous tous, le chef de l'État a annoncé un programme chiffré à 304 millions de dollars américains qui est projeté sur plusieurs secteurs de la vie nationale en 100 jours. Fillon Nobo est un acteur politique, vous avez même été candidat président de la République. 100 jours, est-ce suffisant pour que Félix Tshisekedi arrive à réaliser tout ce qu'il a promis? Est-ce que ça ne sera pas finalement qu'un chapelet de bonnes intentions? Non, ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions, c'est une vision ambitieuse. Le Congo est grand. La grandeur du Congo exige à son leadership de la hauteur et de la grandeur. Donc, il ne faut pas amener pour le Congo des petits projets sans ambition, par plaisir de le faire. Il a une vision pour le Congo, il a une vision pour le peuple congolais, pour cette nation, et il pose ses ambitions et il a mis des moyens pour ses ambitions et il étale ses ambitions dans les temps. Ce sont des projets qui sont atteignables, ce sont des projets qui ont les indicateurs de performance, ce sont des projets qui sont clairement définis, c'est-à-dire sont spécifiques. En d'autres termes, pour dire quoi? Dans la présentation globale déjà du projet, le projet est consommable et exécutable. Alors, nous sommes dans une situation où on a affaire à un État malade. Un État où, en principe, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par quel secteur commencer parce que tous les secteurs sont malades. Le chef de l'État met en place un plan. Nous sommes maintenant une situation où quelqu'un est malade, on amène aux soins intensifs à l'hôpital. Et le vrai, après qu'il soit soigné aux urgences, il ira à l'hospitalisation. Peut-être l'hospitalisation, toute la durée de l'hôpital prendra peut-être 1 mois, ou 2 mois, ou 6 mois. Mais pour que le signe vitaux reprenne, il faut qu'il passe par les soins intensifs aux urgences. Et le Congo passe par les soins intensifs maintenant. Ce sont les 100 jours prioritaires. Que nous, à l'époque, au Parti Orange, on a toujours parlé des 100 actions prioritaires du Parti Orange. Ici, ce sont des urgences qui vont faire à ce que le signe vitaux de la nation reprenne, qui vont faire à ce que la mobilisation de ressources humaines, qui est la population congolaise, puisse être faite et que tout le monde puisse se dire, nous pouvons fort croire à ce leadership et nous pouvons nous engager parce que le résultat est possible. Et ça, c'est hyper important. Parce que dans la gestion, dans les 5 ans qui constituent son premier mandat, il y a des actions à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais pour que l'ensemble de la population puisse s'engager dans ces actions à moyen et long terme, il faut absolument donner le signe d'espoir. Et le signe d'espoir, c'est ça les actions de 100 premiers jours. Alors, il met en place une stratégie. La stratégie, il sait très bien dans l'exécution de ces programmes que la procédure de passation de marché déjà prend du temps. Alors, pour bypasser cette procédure, j'ai les appareils de l'État, j'ai l'OVD, j'ai l'Office des routes, je mets en contribution ces outils de l'État qui existent, qui fonctionnent, que l'État lui-même, dans la mauvaise gestion antérieure, a asphyxié ces appareils de l'État. Aujourd'hui, l'Office des routes ne fonctionne pas correctement parce que l'État lui-même est endetté, a de dettes vis-à-vis de l'Office des routes. L'OVD a des problèmes parce que l'État lui-même a des dettes vis-à-vis de l'Office de l'OVD. Pareil pour SNEL, Régie des eaux. Je sais qu'il y a des institutions ici de l'État qui ont tellement de dettes que la Régie des eaux n'offre plus le service d'eau potable parce qu'ils ont des dettes. Alors le chef de l'État s'inscrit dans cette logique de changer cette façon de voir. Parallèlement, pendant que le travail va se faire, et ça crée également le réveil de ces institutions qui est l'Office des routes et l'OVD. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, en termes de financement, le gouvernement prend en charge 66% du coût global et il y a FONER et FPI,
des organes, des institutions que nous connaissons qui n'ont jamais, d'une manière concrète, financé aux actions de reconstruction. Mais aujourd'hui, ces institutions se sont engagées. FONER va financer plus ou moins 9%. Le FPI va financer autour de 23 ou entre 23 et 26% de ses coûts globaux. Vous comprenez? Et ça, ce sont des éléments révolutionnaires. Les changements, c'est un risque. Les changements, c'est un monde inconnu. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, la possibilité de s'engager vers les changements parce que c'est un monde inconnu. On va dans une incertitude. Et ce n'est qu'un bon leader, un vrai leader, qui peut projeter ce monde inconnu, donner le moyen et réfléchir comment mobiliser tout le monde à y arriver. Et il faut prendre les risques. Et le chef de l'État a pris ce risque parce qu'il croit que le Congo aujourd'hui peut se relever et le Congo aujourd'hui peut jouer son rôle et devenir grand parce que sa vocation de départ est une vocation de la grandeur et du leadership. Et c'est ce qui justifie ce programme ambitieux qui est réalisable, qui respecte l'ensemble des normes d'un projet SMART. Mais justement, c'est une de nos bonnes, et peut-être que l'intention est bonne, mais il faudrait savoir qu'il y a la question de la forme et la question du fond. Aujourd'hui, le chef de l'État, je ne pense pas que ce soit la présidence de la République qui va dans l'engagement des dépenses publiques, l'affectation des fonds. Est-ce que ces rôles-là, joués par le chef de l'État aujourd'hui, n'est pas dévolu au Premier ministre et à son gouvernement qui doit passer par l'institution Parlement, par exemple. Aujourd'hui, lorsque Félix Tshisekedi nous donne ses 100 jours, est-ce que cela n'entre pas en conflit avec la disposition de la Constitution qui veut à ce que ce soit le gouvernement, l'institution gouvernementale bien sûr, via le Premier ministre qui définissent la politique générale du pays, quoique c'est en concertation avec le chef de l'État, on voit carrément là que l'institution gouvernement est tenue à l'écart. Non, l'institution gouvernementale n'est pas tenue à l'écart. Du reste, surtout ces gouvernements, qui est un gouvernement sortant également, un gouvernement qui n'a pas donné de l'espoir à ce peuple. Donc, le chef de l'État est redevable vis-à-vis de la population. Il a battu campagne, il a fait des promesses à la population, il a l'obligation du résultat. C'est l'unique personne dans ce pays qui a l'obligation directe du résultat face à la population. Si le gouvernement est mis en contribution, c'est tout simplement par rapport à la procédure. Le chef de l'État a besoin d'avoir une majorité parlementaire qui lui permet d'exécuter sa vision via le Premier ministre qui serait de son côté pour éviter des conflits. Mais le projet, la vision, c'est la vision du chef de l'État. C'est la vision du chef de l'État qui devait s'exécuter. Il a les instruments, il a le gouvernement, il a la justice, il a tout le reste. Donc ici, il ne faut pas qu'il y ait confusion. C'est la vision du chef de l'État qui devait s'exécuter. Et pour cela, pour les 100 premiers jours, il projette les lignes motrices pour ce qu'il veut, pour cette vision par rapport aux engagements qu'il a eus avec la population. Il dit, sur le plan sécuritaire, voilà comment je vois les choses. Sur le plan politique, voilà comment je vois les choses. Sur le plan économique, voilà comment je vois les choses. Sur le plan social, voilà comment je vois les choses. Et sur le plan infrastructure et par rapport à la jeunesse, voilà comment je vois les choses. Donc, quiconque veut être en harmonie avec moi, il devra s'harmoniser par rapport à la vision que j'ai pour les Congolais. Il y a affectation des fonds là. L'institution présidente de la République le fait au nom de quel principe? Les fonds qu'il affecte et réaffecte. Non, mais ça, c'est une planification. Quand on a une vision, on met en place un plan d'action. Et certainement, il y a eu des réunions avec le ministre de Budget, le ministre des Finances, le responsable de FPI ainsi que de FONER. Ils ont eu des séances de travail pour définir même leur participation par rapport à cet ambitieux programme. Donc, vous comprenez qu'il y a eu même une révolution en termes de coûts. Parce que les 300 millions de dollars tels que présentés, ce sont des sommes qui, dans l'ancien temps, qui ont été dépensées si facilement pour des choses qui ne sont pas allées à contribution directe pour l'intérêt de la nation. Mais les 300 millions de dollars là identifiés, on voit, je suis architecte de formation, architecte professionnel, toutes les routes, aucune route identifiée n'est allée au-delà de 300 000 dollars les kilomètres. Aucune. Et ça, c'est une révolution extrême. La majorité, ça tourne entre 150 000 et 217 000 dollars les kilomètres.
Vous comprenez? C'est une révolution terrible. Et pourtant, nous avons eu des projets ici où les routes, le coût au kilomètre de route était varié entre 2 millions à 10 millions de dollars le kilomètre. Et là, on se pose la question de réalité des prix, parce qu'il faut qu'on se le dise. On a quand même une histoire de 5 chantiers, reconstruction, révolution de la modernité. Nous avons vu les prix engagés par ces entreprises chinoises. Aujourd'hui, c'est pratiquement le quart des prix qui sont présentés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de réalité? Est-ce qu'aussi l'expertise mise à contribution pour la réalisation de ce projet est à la hauteur? Parce que vous parlez de l'OVD et de l'Office des routes, des entreprises qui existaient pendant que la RDC contractait avec des entreprises chinoises. le Congo devra se relever. Le Congo doit être debout sur la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut que les entreprises internes, c'est-à-dire le bras de l'État, qui sont censés participer à la reconstruction, se mettent debout. Donc, ces institutions ont été mises à contribution quant à ça. Ils se sont engagés et d'ailleurs, les travaux ont commencé sur plusieurs axes ici à Kinshasa. Donc, la chose va se matérialiser comme telle. Il reviendra maintenant à la justice de faire son travail quand il va constater que tel projet a été exécuté à tel prix et tel autre était à un prix beaucoup plus élevé, et les enquêtes ou les audits vont être faites pour savoir si le prix était fantaisiste ou était réel. Il ne me revient pas de le dire, mais je fais un constat qu'il y a engagement de faire le travail, et dans ces projets, un élément également important, dans les lignes budgétaires telles que présentées dans ces plans d'action, il y a une ligne où l'on parle de contrôle, suivi et évaluation des projets. C'est pour dire qu'il y a des institutions qui vont contrôler. Aujourd'hui, il y a l'ordre des architectes qui existent, il y a l'ordre des ingénieurs qui existent. Ce sont des personnes, d'ailleurs les séances de travail se font déjà, qui sont mises en contribution également pour apporter leur rapport dans la dimension du contrôle et que les choses se fassent selon les normes. Est-ce que nous ne sommes pas en train là de livrer de la poudre de perlimpinpin à la population? On fait une opération cosmétique parce que le peuple est fatigué, le peuple a faim, il a fait 2 ans et plus de faim. Les Quinois sont fatigués, les Congolais sont fatigués. Alors on veut faire quelque chose rapidement parce que les enjeux politiques ne vous permettent pas de mettre en place un gouvernement à temps. Est-ce que ce n'est pas là une sorte de pièce dans laquelle Félix Tshisekedi joue à la fois au chrono avec la population, avec la classe politique? Évidemment, il y a un chrono qui est mis en marche. Aujourd'hui, les 5 ans qu'il avait les jours de la prestation de serment ne sont plus 5 ans, c'est 4 ans et quelques mois. Voilà. Vous comprenez, le chrono est en marche. Il n'y a pas de temps à perdre. Voilà pourquoi il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail. Vous savez, un bon leader est celui qui est en mesure d'intégrer les difficultés rencontrées à son plan et apporter les résultats. Des solutions durables. Il faut apporter. Il s'agit ici des 100 actions prioritaires. Il s'agit ici des 100 jours et l'identification de priorités dans les 100 jours, et des 100 jours qui vont redonner l'espoir à un peuple et qui vont faire à ce que les Congos se stabilisent plus ou moins, de manière à ce que nous nous engageons tous dans la production. Cela ne veut pas dire que tout se résume à ce qui a été présenté dans ce projet. Il y a des grands projets qui vont être lancés, il y a des grandes actions qui doivent être prises par rapport à l'harmonisation de certains d'autres éléments qui vont être prises, parce que pour matérialiser d'autres projets, il faut absolument les entreprises spécialistes soient identifiées, de passation des marchés, tout cela, ça doit être fait, mais ça fera dans son temps. Mais dans les 100 premiers jours, parce qu'il faudra faire une évaluation. Il faut que l'évaluation se fasse sur base des objectifs. Mais sur base de quoi une évaluation allait être faite à un chef de l'État qui prend le pays dans une situation d'agenou? Quelle évaluation allait être faite? Il fallait présenter, voilà ce que je compte faire dans les 100 jours. Une fois les 100 jours arrivés, il va revenir pour faire l'évaluation et tout le monde verra les 100 premiers jours, qu'est-ce qui est posé comme acte. Les Français vous disent, rien ne sert de courir, vaut mieux partir à point nommé. Exactement. Ouais. Est-ce que quelque part, on n'a pas voulu mettre la charrue devant les bœufs? Pourquoi ne pas mettre en place un gouvernement, finaliser l'installation du bureau au niveau du Parlement et aller directement se présenter, comme la procédure le réclame, avec un programme de gouvernement qui s'étale sur 5 ans, et là où on peut avoir un organigramme, une vision globale de son... Parce que le président de la République donne la vision, c'est le Premier ministre qui donne
le programme du gouvernement. Le pays, Mais s'il vous plaît, est-ce que quelque part, on n'aurait pas fait mieux? Est-ce que le président n'aurait pas fait mieux en présentant une vision globale sur 5 ans que de se précipiter à faire un programme de 100 jours, tout en sachant que le 15 mars, bientôt là, il va revenir encore auprès du Parlement pour présenter notre programme de je gouvernement. vous ai dit que le pays est mourant. En tant que leader, en tant que manager d'une nation, on ne peut pas rester dans une situation... Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas une précipitation, c'est de la responsabilité. Ce n'est pas une précipitation, c'est de la responsabilité, c'est ce qui a été fait. Et une fois le gouvernement mis en place, les grandes lignes sont déjà fixées. Le gouvernement va continuer à travailler sur base des grandes lignes qui sont fixées par son Excellence, M. Chef de l'État. Élisée Ouattara. Une petite question. En tout cas, j'aimerais que l'opinion qui nous suit en ce net moment puisse au fait comprendre. Les 100 jours, ça date de quand? Depuis le samedi passé ou c'est depuis sa prise de fonction comme président de la République? Les choses telles que se sont présentées, les 100 jours, les jours où il a présenté sa vision, les 100 jours commencent à partir de ces jours-là. Et que faire des jours passés? Bon, mais on le les chef de oublie, l'État, dans relayés le au sens- calendrier. on n'oublie rien. C'est On du temps oublie perdu. absolument- Ce n'est pas du temps perdu. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'identification des problèmes. On est arrivé au pouvoir, on doit identifier la réalité des problèmes, on identifie les problèmes, on évalue et puis on met en place un plan. Donc, les 23 ou 25 premiers jours ont été mis en contribution pour identifier les problèmes. Cela est très important parce qu'il faut identifier les problèmes si on veut faire un coup efficace. L'identification des problèmes a été faite parce que le Congo, la complexité du problème du Congo est telle que par moment on se pose la question par où on va commencer. Mais vous avez parlé du chrono vous-même là. Mais justement, les chronos est mis en marche. Voilà pourquoi les premiers jours ont été mis à contribution pour identifier les problèmes. Les problèmes ont été identifiés. Un plan d'action est mis en place. C'est ce qui a été présenté à la population. Et il dit, voilà, je sais où est-ce que je vais trouver l'argent. Je sais quel est le vrai problème. Je l'identifie. Voilà, je vous le présente. Rendez-vous dans 100 jours pour une évaluation. Voilà. Ça, c'est ambitieux et c'est responsable. Et aussi, c'est transparent. Monsieur Nonoboni, nous supposons que les urgences, c'est dans tous les secteurs. En tout cas, dans tous les secteurs de la République démocratique du Effectivement, Congo. c'est dans tous les secteurs. Mais là, dans ce programme, dans ces mesures urgentes du chef de l'État, c'est comme s'il y a certains secteurs qui ont été oubliés. Je prendrai un simple secteur, le sport. Le sport ne fait-il pas partie des mesures urgentes du chef de l'État? Bon, les sports, effectivement, ça fait pas partir de mesures urgentes. Donc c'est un secteur négligé Non, au c'est profit pas des un autres. secteur- Non, ce n'est pas un secteur négligé, c'est un secteur important, mais c'est un secteur qui va se mettre debout facilement si on crée les élans du développement. C'est un secteur qui va se mettre debout si on crée les éléments du développement. Entre nous, si tu as un 10 $ avec ta famille et les enfants, on te pose la question, le choix d'acheter la nourriture et d'acheter un ballon pour que les enfants jouent, tu achèteras quoi? C'est ça l'urgence, justement. L'urgence, il faut acheter à manger pour que les enfants mangent. Ce n'est qu'après, quand les enfants vont manger, on pourra lever l'option d'acheter un ballon de foot pour que les enfants aillent jouer au foot. Parce que c'est un droit qui est les loisirs, qui se développent, qui s'épanouissent. C'est un droit, mais c'est intégré dans une situation globale de mise à niveau général. Ce n'est pas écarté. D'accord, avec la permission Allez-y, de Patrick. allez-y, Avec la permission de Patrick, tu peux conclure avec je sais que c'est dans le 3e point. Oui. Oui, en tout cas, j'entre déjà parce que je suis un peu resté sur ma soif. J'ai noté plusieurs choses. Mauvaise gestion du régime antérieur. Ça, ce sont vos propos. Félix Tshisekedi prend le pays dans une situation d'à genoux. Ok, je suis d'accord, ce sont vos propos. Mais ce régime antérieur, il prend ce pouvoir à genoux, cette situation du pays à genoux, mais c'est avec ce même pouvoir antérieur, ce même régime antérieur, vous vous associez. Vous vous attendez à quoi actuellement? C'est qu'il n'y aura rien de bon. Parce que vous dénoncez le fonctionnement du régime antérieur, mais là vous vous associez une fois de plus. À quoi peut-on s'attendre? Non, vous savez, dans les discours du chef de l'État, il a parlé de la réconciliation. Il a parlé de l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut bâtir un État moderne, un État fort.
Et vous allez vous rendre compte, même dans toutes les discussions par rapport aux dispositions sécuritaires, que ce soit Yumbi, que ce soit à Beni, que ce soit à l'Est de manière générale, dans son discours, il parle toujours de la dimension de mise en commun, que les communautés se mettent ensemble pour qu'on soit à mesure de surmonter, de gagner vis-à-vis de l'adversité. Donc, c'est ça la démarche qu'il a. Aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le chef de l'État du Congo. Il considère chaque Congolais, que ce soit de ses alliés de l'opposition d'hier, comme aujourd'hui les gens du FCC, il les considère comme des Congolais. Et n'importe quelle carte qu'il trouve indispensable, qui peut contribuer au développement du Congo, il a la facilité, le libre arbitre de l'utiliser. Mais il est aussi vrai que la perception de nos amis qui ont géré pendant un bon moment le pays, il y a une perception négative de la population vis-à-vis de ces quelques personnes. Et cette perception-là négative ne va pas contribuer d'une manière positive au développement du pays. Le chef de l'État certainement tiendra compte de cela, parce que la perception est indispensable si on veut bâtir, on veut développer une nation. Quand la population a déjà un regard négatif sur telle ou telle autre personne, et vous le mettez à assumer certaines responsabilités vis-à-vis de la même population, cela veut tout simplement dire que la personne aura une barrière vis-à-vis de la population. Chose qui ne sera pas souhaitable. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que le chef de l'État se présente aujourd'hui comme un coach général. Il a devant lui des éléments qu'il peut utiliser pour bâtir sa vision du développement pour les Congos. Des éléments aussi qu'il ne pourra peut-être pas contrôler après. Unique chose, vous savez, un grand stratège, un grand leader, réfléchit toujours comment intégrer le plan même de son adversaire pour qu'il atteigne les résultats. C'est ça la chose la plus importante. Je vous ramène dans la parole de Dieu. Dieu, le Père, a le projet de sauver l'humanité. Il met en place un plan. Il envoie son Fils Jésus-Christ pour qu'il sauve, il apporte le salut à l'humanité. Le diable se rend compte que Jésus-Christ était le sauveur de l'humanité, met en place un plan pour tuer le Fils de Dieu, de manière à ce qu'il n'y ait pas salut de l'humanité. Mais le diable oubliait une chose, que Dieu avait déjà intégré son plan dans son plan global du salut. C'est-à-dire le diable ne savait pas, en mettant en place le plan de tuer le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il entrerait dans les plans de Dieu et que le Fils de l'homme ressusciterait le 3e jour. C'est pour dire quoi? Ça, c'est un grand exemple de leadership de Dieu. C'est pour dire quoi? Un grand leader, et c'est lui qui ne pleure pas face aux situations difficiles, mais il réfléchit comment intégrer même le plan de l'adversaire dans mon plan global pour que j'atteigne le résultat qui est le bien-être de la population. Et ce que le chef de l'État va faire est en train du travail. On comprend que vous mettez ensemble, en tout cas, la vision du chef de l'État et peut-être aussi la vision de ceux qui ont la majorité au Parlement, c'est le FCC. On comprend cela effectivement avec le langage des Saintes Écritures imagées. Mais... Non, je parle plutôt de la stratégie. Oui, on comprend effectivement. Ouais. Alors, ça saute aux yeux qu'il y a quelque chose qui vous lie. Vous et le pouvoir sortant. Vous êtes liés sur base de... Bon, quel lien? Je ne sais pas. De quel accord? Y a-t-il un accord suspect? Non, je pense que sur cette question, je ne suis pas la bonne personne à dire accord ou pas accord. Mais la chose la plus importante, accord ou sans accord, la chose la plus importante, il y a un nouveau leadership qui est mis en place. C'est ce leadership qui est en train de s'implémenter aujourd'hui là, pour apporter le Congo vers une destinée meilleure. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et nous avons tous l'obligation de nous associer de manière à ce que ce leadership, ce nouveau leadership, amène le Congo vers une destinée meilleure. Et puis, le 100 mesures, en fait, les mesures d'urgence, c'est Félix Tshisekedi exécutées dans les 100 jours, devront être exécutées par un gouvernement peut-être qui va avoir le jour bientôt, mais un gouvernement dont la formation elle-même pose suffisamment de problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il toujours nécessité aujourd'hui que le chef de l'État nomme un informateur, alors que c'est clair aujourd'hui, Joseph Kabila a réuni sa majorité, devenue majorité parlementaire désormais. On a vu le député
nationaux faire leur déplacement. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ces débats autour de la désignation d'un informateur ou du formateur directement vaut lieu d'exister encore? Et puis, une sous-petite question. Est-ce que Félix Tshisekedi n'est-il pas le main lié aujourd'hui? Non, le main lié, je ne pense pas. C'est le chef de l'État aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Il a tout le pouvoir qui lui permet... Ça, c'est une majorité qui l'échappe. Il a tout le pouvoir qui lui permette, tout le pouvoir constitutionnel qui lui permet d'agir. Une majorité qui l'échappe. Il peut se dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore une majorité identifiée. Aucune majorité identifiée. Qu'entendez-vous par majorité identifiée? Il n'y a aucune majorité identifiée. Aujourd'hui, toutes les plateformes qui se sont engagées dans les processus électoraux, ces plateformes, aucune de ces plateformes-là n'a une majorité. Aucune de ces plateformes-là n'a une majorité. Les plateformes inscrites sur la liste électorale de la CENI, aucune n'a une majorité. Nous savons que le FCC, comme structure informelle, ne faisant pas partir du processus, ok, comme les caches, bien sûr, ne faisant pas partie du processus, c'est comme la MOUCA aussi. Donc ces forces-là, ce sont des recoupements qui ont été faits pour mettre en commun plusieurs plateformes engagées dans les élections. Le FCC se formalise aujourd'hui, il y a même un règlement d'ordre intérieur qui est en train d'être fondu. Peu importe. Mais du moins, si vous allez à l'Assemblée nationale aujourd'hui, vous ne verrez pas la liste. On a tous suivi la publication de la CENI. On n'a pas entendu un regroupement qui s'appellerait FCC. Ça n'existe pas. Donc, cela veut dire quoi? Tout peut se défaire ou se refaire. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un informateur qui va aller identifier à l'Assemblée nationale toutes les forces en présence. S'il y a un regroupement qui se fait, telle plateforme se dit, moi, tel et tel, nous constituons notre groupe au sein de l'Assemblée nationale, il revient à l'informateur d'identifier. Ce n'est pas une réunion informelle qui s'est tenue à un coin de la République démocratique du Congo qui nous signifie qu'il y a une majorité. Et supposons que le chef de l'État nomme un Premier ministre issu de cette rencontre-là, de ces groupes-là qui se prononcent à la majorité, et qu'un autre groupe se crée disant que c'est nous qui avons la majorité. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, le chef de l'État doit prendre des décisions sur des références responsables et correctes. Il nous revient d'avoir un informateur. L'informateur fait un rapport. Voilà la majorité identifiée. Et sur base de cela, le chef de l'État prend une décision. La décision, ok, ça peut être du genre, tel groupe, vous êtes identifié, j'ai besoin d'avoir un Premier ministre venant de ces groupes. Envoyez-moi 3 candidats, par exemple, ayant tel profil, et je veux en choisir un parmi les 3. Il reviendra au chef de l'État de le dire, parce qu'il ne faudra pas envoyer aussi un seul nom au chef de l'État. Vous comprenez? Et c'est comme ça que les choses vont se présenter. Et le chef de l'État va utiliser son pouvoir, analyser qui, par rapport à sa vision, peut être la personne qu'il faudra pour que les choses se fassent d'une manière aisée, beaucoup plus facile. Avant de passer la parole à Thierry Bongo, qui va peut-être conclure l'émission, finalement, ici, je pose la question de savoir si Félix Tshisekedi n'a-t-il pas les mains liées. C'est lorsqu'on essaye de lire les expressions et les phrases du chef de l'État, lorsqu'il dit lui-même, par exemple, que les gens ne s'attendent pas à ce que je serai un chef de l'État qui va régner sans gouverner. Est-ce que c'est parce que lui-même, Félix Tshisekedi, dans son fort intérieur, sait qu'il aura effectivement un réel problème à gouverner, soit par rapport à un accord qui les lie, ou carrément par rapport à une majorité parlementaire qui l'échappe, ce qui sera difficile pour lui? Non, c'est une manière courtoise de dire, de taire peut-être certaines... Oui, une reconnaissance tacite, par exemple. Non, ce n'est pas une reconnaissance. Vous voyez toujours les choses du bon côté. C'est une façon indirecte de taire certaines pensées pour dire que n'imaginez pas les choses de telle manière. Je ne suis pas là-dedans. J'ai un engagement vis-à-vis de la population. Je vais honorer ces engagements. Donc, je le ferai. Quel que soit le prix, je le ferai. Voilà. Quoi qu'il arrive, Félix Tshisekedi sera obligé de composer avec une autre majorité, autre que l'UDPS et le CACH, certainement, parce que le CACH et l'UDPS ne sont pas majoritaires au niveau du Parlement. Ils ne représentent pas, ne fusent même pas la moitié des élus. Donc, il aura un gouvernement qui sera majoritairement composé de personnes avec qui n'a pas battu campagne ou qui ont battu campagne contre lui.
Vous pensez vraiment qu'il va être un président qui va régner et gouverner en même temps? Vous savez, dans ces pays, il suffit seulement d'avoir la bonne volonté d'abord pour que les choses aillent le mieux. On La dirait que bonne vous surfez volonté. sur le fait que le Congolais peut devenir infidèle face au pouvoir. Non, il suffit d'avoir la bonne volonté d'abord pour que les choses aillent le mieux. C'est-à-dire les 10 000 francs qui étaient destinés à telle chose, si tu rends les 10 000 francs tels que prévu, le Congo va déjà se développer. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est qu'il y a eu des pratiques mauvaises. Des pratiques, il y a 10 000 francs affectés à telle chose, les 10 000 francs ne sont pas utilisés pour la chose pour laquelle ils ont été affectés. C'est ça le problème. Vous êtes sûr qu'il y a une rupture déjà? Pardon? Vous êtes sûr qu'il y a déjà rupture? Non, mais c'est un processus, justement. Dans son discours... Sinon, je risque de vous sortir la rumeur du 680 000 payés à l'ex-chef de l'État. C'est un processus. C'est un processus. Vous savez, quand tu viens de regarder le soleil, tu regardes le soleil pendant un temps, et que tu arrêtes de regarder le soleil, tu commences à regarder le monde ou la terre ou devant soi. La première impression, tu auras l'impression d'avoir toujours le soleil devant toi. Mais après quelques heures, le soleil va disparaître et tu verras clair. Donc c'est un processus. Le processus est allé dans le sens de balayer tout ce qui est mauvais et de garder ce qui est bien pour les Congo. Le chef de l'État s'est engagé dans ce processus et il va le faire pour l'intérêt de la population. Ici, ce n'est pas l'intérêt d'un homme, ce n'est pas l'intérêt de qui que ce soit, c'est la population. Tant que la population sera gagnante, il va s'engager à le faire. Fundo Nomoni, peut-être avec l'accord de la réalisation. Dernière question. L'on accuse le chef de l'État, peut-être, je dis que c'est une accusation, c'est une opinion qui pense. Désormais, c'est son directeur de cabinet qui est l'ordonnateur national, ce qui veut dire qu'un gouvernement qui n'est pas démissionnaire, mais toutes les dépenses de l'État doivent être engagées auprès du directeur des cabinets. Et aujourd'hui encore, le chef de l'État, certaines personnes estiment qu'il a outrepassé cette présentation de mesures urgentes qui devaient attendre plutôt que le gouvernement puisse présenter son programme de gouvernance. Est-ce que Félix Tshisekedi pêche par excès de pouvoir? Non, il n'y a pas d'excès de pouvoir. Jusque-là, il n'y a pas. Vous savez, pour gérer l'État, il y a ce qu'on appelle des procédures d'urgence. Certainement, il y a la mise en place de procédures d'urgence pour régler certaines La loi cadre ça dans certains secteurs, Pardon? certaines circonstances. Oui, mais il y a ce qu'on appelle des procédures d'urgence. Donc, je pense que, voyant les choses telles que ça se présente, il y a des procédures qui sont mises en place de manière à ce que l'État soit géré. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie du gouvernement qui n'est pas là. Il y a les intérimaires qui ont été mis en place. Le gouvernement qui est censé être publié, accompagner l'action du chef de l'État n'est pas encore publié. Donc, nous sommes dans une situation de confusion. Les gouverneurs, même de différentes provinces, n'existent presque pas. Donc, le pays est dans une transition exceptionnelle. Donc, il faudra des mesures exceptionnelles pour que l'État soit géré. Et le président est dans cette situation-là. Et je pense qu'au stade actuel, il faut lire en la personne un grand visionnaire qui a vraiment la volonté et l'intention de pousser les Congo d'aller très loin. Je vous remercie, Fundo Nomoni, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président national du Parti Orange, parti politique de l'opposition, très proche aujourd'hui de l'actuel chef de l'État. Exactement. Proche du pouvoir. Proche du pouvoir. Merci Ouammara de m'avoir apporté la petite correction. Merci à Thierry Bongo d'avoir accepté de partager avec moi ce plateau. C'est toujours un plaisir, Patrick. Un grand merci. Merci, Patrick. Maringa, merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Fia Lungela, Précier Mouyoko, Landry Foko, merci à Don Boman, merci à Yannick Mosengo. Je fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine Grand Format. Mais n'oubliez pas le numéro au bas de l'écran, vous pouvez toujours interagir. Cette émission est également à trouver sur YouTube. Merci.